Bienvenue dans ce 11e hors-série de la matrescence. Un mercredi par mois, un ou une experte répondra à vos questions. Pour cela, rien de plus simple, rendez-vous sur le compte Instagram de la matrescence pour poser vos questions sous le post concerné. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème encore trop peu méconnu, le développement oral du nourrisson et de l'enfant et des problèmes qui peuvent en découler. Quand on parle de développement oral, on parle en particulier de l'alimentation. Manon, alias Daroni Food Club sur les réseaux sociaux, est orthophoniste spécialiste de la DME, c'est la diversification menée par l'enfant. Dans cet épisode, on répond à 10 de vos questions concernant la néophobie alimentaire, les contenants que l'on peut utiliser pour les enfants, ce que veut dire concrètement un trouble de l'oralité, comment gérer quand un enfant est phobique d'une couleur, est-ce que manger avec les mains c'est OK? Bref, c'est tout un panel de questions très pertinentes que vous retrouverez dans cet épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Manon. Salut. Merci beaucoup de répondre à mon hors-série pour parler d'un sujet que l'on n'a jamais évoqué dans le podcast, donc ça c'est cool. On va parler d'alimentation, mais plein de choses, que ce soit positif ou négatif, c'est ça qui est cool. Parce que je sais que tu m'as bien précisé, on ne parle pas que des troubles. Oui, tout à fait. Alors, tu as choisi 10 questions que je vais commencer à lire. Alors, la première. Très bonne question, vous allez entendre ma fille derrière normalement. Qu'est-ce qu'on appelle un trouble de l'oralité? Comment est-ce qu'on le repère et vers quel âge est-ce que ça peut apparaître? Ok, du coup, je me suis dit, j'ai choisi cette question parce qu'elle était assez globale et je me suis dit, je vais leur faire une tartine de définition, histoire que on parle tous un petit peu de la même chose. Du coup, d'abord, l'oralité, c'est tout ce qui a trait à la bouche, évidemment. Donc, ça va de l'alimentation à la ventilation, l'exploration buccale et gustative, la communication et le langage. Donc en fait, c'est hyper vaste, ça touche 3 domaines, donc tout ce qui est organique, il y a aussi tout ce qui est sensoriel et puis une dimension un peu, je dirais, psycho-affective. Et l'idée, c'est que quand il y a un trouble dans cette oralité, en fait, il y a des répercussions sur l'un de ces 3 domaines. Du coup, là, je vais perdre tout le monde, mais je vais quand même parler du DSM-5, qui est en gros la bible des médecins pour poser un diagnostic sur une pathologie. Et du coup, dans le DSM-5, on part de symptômes type perte de poids, difficultés des manques au niveau nutritionnel, etc. Et je pars de cette définition parce que je me dis, en fait, ce qui manque dans cette définition, c'est que on ne prend pas assez en compte l'enfant, la famille, et le fait que le parent, il va trouver des stratagèmes, le parent et l'enfant, en fait, ils vont trouver des stratagèmes pour compenser ces symptômes-là, la perte de poids, les manques nutritionnels, etc. Donc, je pense par exemple à une maman qui va continuer à allaiter ou allaiter d'autant plus pour pallier les difficultés alimentaires de son enfant et du coup qui va passer entre les mailles du filet. Du coup, depuis 2019, on parle plus vraiment de troubles de l'oralité, mais de troubles alimentaires pédiatriques qui du coup, dans leurs symptômes, prennent en compte le fait que oui, il y a des familles qui vont compenser en fait, et du coup, ça, je dirais que c'est plus précis, ça permet d'englober aussi toutes ces familles-là qui pourraient passer entre les mailles normalement. Bon, concrètement, parce que c'est bon, j'ai perdu tout le monde a enlevé les écouteurs. Donc, concrètement, dans le développement de l'enfant, il y a plein de petites transitions alimentaires. Donc, ça commence avec la mise au sein ou la mise au biberon. Après, c'est du biberon, par exemple, au morceau ou du sein au purée, des purées au morceau, enfin, toutes les transitions possibles. Donc, tous les enfants ne passent pas par toutes ces transitions, mais de toute façon, il y a plusieurs transitions. Et le trouble de l'oralité, c'est quand il y a quelque chose qui cloche dans une de ces transitions. Et du coup, il peut y avoir des répercussions dans les 3 sphères que j'ai données, donc au niveau oromoteur, sensoriel ou alors psycho-comportemental. Je me suis dit que j'allais donner quelques signes en rappelant bien que évidemment, c'est pas, je peux pas faire de consultation, donc je vous donne des signes d'alerte qui pourront éventuellement vous aider pour déterminer ou non s'il y a besoin de consulter. Donc, au niveau oromoteur, ça va être des enfants qui ont des difficultés à coordonner succion, déglutition, respiration.
Donc tout ça, c'est un schème moteur qui s'enchaîne quand un enfant il est au sein ou au biberon. Donc ça va se traduire par des temps de biberon de temps de tétée, aussi bien au sein qu'au biberon d'ailleurs, qui sont longs, ou alors des enfants qui ont besoin de faire des pauses. C'est des enfants qui ont des difficultés à attraper le mamelon ou la tétine du biberon, des difficultés à passer au morceau. Donc par exemple, un enfant pour lequel on n'aurait pas réussi à commencer une diversification après 10 mois, peut-être on peut se poser des questions. Ou alors le passage au morceau après 16 mois n'a toujours pas été mis en place. Pareil, on peut se poser des questions. Au niveau sensoriel, ça peut être un enfant qui va peu investir sa bouche, qui mettra peu les mains dans la bouche, pas trop d'objets ou de jouets de dentition, ou alors qui aura des réflexes nauséeux, voire des vomissements à répétition. Des enfants qui ont des difficultés à changer de texture, ou alors qui vont être hyper sélectifs. Par exemple, c'est un enfant qui mangera que des haricots verts, de la couleur verte, de la marque Bonduelle, comme ça, une hypersensibilité. Ça peut aussi être une hyposensibilité, des enfants qui ont justement besoin de surinvestir leur sphère orale. Et de tout ça, découlent des difficultés au niveau psycho-comportemental, puisque l'alimentation, c'est hyper intime, c'est hyper lié à l'éducationnel, etc. Du coup, on va retrouver des enfants qui sont dans le refus, dans l'évitement, qui ont de l'anxiété, en fait. Les temps de repas sont difficiles, laborieux, ils ont besoin de distraction, enfin, tout un truc où le repas, c'est pas cool, et où, du coup, il va falloir ramener du plaisir dans l'alimentation. Donc, tout ça, c'est des points d'alerte, mais il m'a semblé hyper important de le dire. En fait, si je vous donne ces points d'alerte, si je vous dis par exemple, un des symptômes du trouble de l'oralité, c'est un enfant qui a moins de 20 aliments dans son panel alimentaire. Oui, mais il existe des diagnostics différentiels, par exemple, pendant une phase de néophobie alimentaire, qui est une phase du développement de l'enfant qui est tout à fait normale, mais on en reparlera, il y avait des questions là-dessus. Il se peut que l'enfant il ait moins de 20 aliments dans son panel alimentaire. Et dans ces cas-là, c'est pas un trouble de l'oralité. Donc vraiment se dire que ces signes-là, ils peuvent vous faire tilt. Si vous avez des inquiétudes, de toute façon, il faut consulter. Mais ça veut pas forcément dire trouble de l'oralité. Et du coup, j'ai développé un peu la question, j'ai extrapolé juste pour vous dire, n'hésitez pas du coup à consulter. Pour consulter, il faut aller voir son pédiatre ou son médecin généraliste, enfin quelqu'un qui va vous fournir une ordonnance, et ensuite vous réorienter vers un pro formé aux troubles de l'oralité. Donc ce sera par exemple orthophoniste, ergothérapeute ou alors kiné. Il y a de plus en plus de kinés qui se forment. Mais tout ça pour vous dire qu'un bilan en oralité, ça prend entre 1h30 et 4 heures. Donc vraiment là, aujourd'hui, je vais vous donner des pistes, mais je pourrais évidemment pas faire un bilan. Et l'idée, c'est que tous ces pros ensuite travailleront ensemble, dans le meilleur des mondes, dans un travail un peu pluripro, en fait, pour accompagner votre enfant. Je crois que là, j'ai perdu plein de gens. J'ai fait la définition la plus longue, mais j'ai essayé d'être un peu complète pour qu'on soit bien d'accord sur ce dont on parle. Ça marche. Ok, alors, deuxième question. Bonjour, bébé de 7 mois a débuté la diversification à 5-6 mois avec des purées. J'ai essayé de lui donner des morceaux de banane ou de poire bien mûrs. Elle l'échouille, mais quand elle a essayé de manger un bout de banane, ça la fait vomir. Est-ce qu'il faut réessayer ? Quand est-ce qu'on sait que le bébé est prêt ? Merci beaucoup. Du coup, typiquement, j'ai pris cette question pour montrer que là, on est, je pense, dans un diagnostic différentiel. On n'est pas forcément sur un trouble de l'oralité parce qu'il y a des réflexes nauséeux, parce que ce bébé, il a 7 mois, il était au purée jusque-là. Donc, en fait, c'est la première fois qu'on lui propose un morceau et c'est normal qu'il y ait des réflexes nauséeux quand on propose les premiers morceaux. Le réflexe nauséeux, le gag réflexe, c'est vraiment un mécanisme de protection des voies aériennes qui est présent en fait dès la naissance, au début très en amont de la bouche, petit à petit il va reculer, mais c'est un mécanisme physiologique et normal lorsqu'on vient le solliciter au niveau sensoriel. Donc typiquement là, il faut pas confondre le réflexe nauséeux avec un trouble de l'oralité. C'est pas non plus des fois, on voit notre bébé avoir un gag et on se dit il aime pas, je change d'aliment. Non, vraiment, les études sur ça, elles nous montrent qu'il faut faire entre 15 et 20 présentations d'un aliment avant de pouvoir considérer qu'il est aimé ou pas aimé par l'enfant. Donc, vous pouvez reproposer, quoi. Et il faut pas non plus le confondre avec un étouffement. Grosso modo, l'étouffement, ça se passe beaucoup plus en arrière au niveau de la gorge. Là, le gag réflexe, c'est vraiment dans la bouche et c'est,
en l'occurrence, dans cette question-là, je pense qu'on est en train de parler d'un gag réflexe sensoriel. Donc, mon idée, c'est vraiment de dire, continuer à proposer pour que l'enfant, il s'apprivoise ce gag réflexe, et puis peut-être proposer des jouets de dentition hors temps de repas pour désensibiliser la bouche et que les morceaux soient mieux acceptés ensuite. Ok. C'est bon pour cette question ? Ouais, nickel. Ok. Alors, 3e question. Bonjour, mon fils de 2 ans et demi a très bien mangé jusqu'à il y a environ 6-8 mois. Bébé, il mangeait tout sans exception, mais maintenant nous sommes limités à une dizaine d'aliments type coquillettes, gnocchi, knacky, yaourt, pain, biscuits, chocolat et encore s'il accepte de les manger. Il ne veut goûter aucune nouveauté. Nous avons abordé les troubles de l'oralité avec le pédiatre, mais il nous a répondu phase d'opposition entre guillemets. Mais j'avoue que plus ça dure, plus j'ai un doute et plus je suspecte un souci lors d'un repas à la crèche. Est-ce que c'est possible que c'est créé un blocage et que dois-je faire ? Alors, c'est possible qu'il y ait eu un repas comme ça qui ait laissé un petit goût amer à l'enfant. Mais je pense que ce que dit la pédiatre quand elle dit phase d'opposition, en fait, elle est typiquement en train de parler de la néophobie alimentaire dont je parlais tout à l'heure. Du coup, à mon sens, mais avec les éléments que j'ai, on est là dans vraiment la phase normale de développement dont je parlais, la néophobie alimentaire. C'est une phase pendant laquelle les enfants, ils vont drastiquement réduire leur panel alimentaire. Donc, ils mangeaient très bien, exactement comme le bébé dans la question. Ils mangeaient très bien et soudainement, soit ils vont plus accepter de nouveaux aliments, soit ils vont réduire leur panel alimentaire, souvent à pâtes, riz, farine, tu vois, que des trucs que toi, parent, t'es genre, non, s'il te plaît, non. Et les études, elles nous montrent que cette période, elle peut arriver entre 18-24 mois et 11 ans. Donc, c'est un peu le truc le plus long du monde. Ouais. Ouais. En général, à 24 mois, il y a 50% des enfants qui sont concernés. Ça continue d'augmenter. À 3 ans, c'est 77% des enfants qui sont concernés. Donc, tu n'y échapperas pas. Il faut prendre le truc en se disant, OK, c'est normal, ça fait partie du truc. Donc, ça ne veut pas dire qu'on peut rien faire. Si vraiment ça nuit au repas, ça nuit au plaisir alimentaire, on peut quand même consulter. Alors, dans ces cas-là, ce sera pas une rééducation, ce sera vraiment plus de l'accompagnement familial. Mais disons que faut se dire, c'est normal. Je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de vous parler des hypothèses, notamment parce que dans les hypothèses d'où vient cette néophobie alimentaire, il y a ce truc qu'a dit la pédiatre du fait que vers ces âges-là, les enfants commencent à faire tout seuls, ils sont en pleine acquisition motrice, ils commencent à capter qu'ils ont des choix, des impacts sur leur environnement. Et l'alimentation, c'est un peu le truc sur lequel ils peuvent vraiment avoir un impact sur ce qu'ils mettent dans leur corps, mais aussi, ils le comprennent vite sur la réaction des parents. Donc, en général, ça peut, en tout cas, ça vient jouer, ça vient participer de cette phase. Et vous dire, parce que je crois que c'est important, que c'est hyper sensible à l'environnement. Donc, c'est normal que ça se passe mieux avec ta belle-mère, même si c'est hyper énervant. Ça peut très bien mieux se passer à la crèche ou alors chez mamie, c'est toujours mieux qu'à la maison et ça peut être déprimant en tant que parent, mais voilà, c'est aussi normal. Et il y a aussi quelque chose de l'ordre des habitudes alimentaires des parents. Donc ça, j'en reparlerai tout à l'heure aussi, mais se dire vraiment que le forçage, il peut vraiment être délétère dans ces situations-là. Donc plutôt, être en mode lâcher prise et pas dans un forçage alimentaire. Ce que je peux vous dire, si on peut essayer de faire un peu de prévention avec ce podcast, c'est que on peut imaginer que plus on a ouvert le panel alimentaire des enfants avant 1 an, plus ils ont eu de goûts, de couleurs, de textures, de saveurs différentes en bouche avant 1 an, plus on peut imaginer qu'éventuellement, tu vois, j'utilise du conditionnel, cette phase soit, disons, plus légère ou bien plus courte. Donc, j'aurais tendance à vous dire, ouvrez le panel alimentaire de vos enfants avant 1 an. Ok. Au moins, ça rassure, à mon avis, 75% des parents qui sont confrontés, qui disent « Ok, je suis normale. » Enfin, ouais, ce que mon enfant vit est normal. Alors, 4e question. Ma 20 mois en alimentation autonome ne veut manger que les légumes, surtout les verts. Ne veut pas manger les légumes, surtout les verts, phobique du vert, point d'interrogation. Comment lui présenter pour qu'elle en mange enfin ? Le papa est en stress avec ça.
Ouais, alors j'ai choisi cette question parce que je me suis dit, j'aimerais bien que les gens repartent de ce podcast en ayant quelques clés à tester à la maison juste après. Donc, je vais vous donner des petites idées à mettre en place à la maison que vous pouvez faire en parallèle de toute façon d'une consultation avec un pro. Donc, l'idée, c'est toujours de se dire, pour en fait accompagner son enfant dans l'alimentation, il faut se dire que plus c'est cool, plus le repas il est chouette et plus c'est intéressant pour l'enfant, donc plus il sera motivé à y passer du temps. Donc on va passer par le jeu et l'imitation qui permet la plupart des acquisitions de nos enfants. Donc, en vrac, je vous donne des petites astuces. Déjà, vérifiez l'installation de votre enfant. Est-ce qu'il est confort? Est-ce qu'il n'a pas grandi? Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'un petit coussin dans le dos, un petit truc pour qu'il soit bien? Est-ce qu'il a les pieds au sol ou sur un repose-pied pour avoir le confort max, en fait? Ou au contraire, est-ce qu'il n'a pas besoin de sortir de table, de qu'on arrête ce repas toujours à la même table, à la même position, etc. Allez, ce soir, c'est apéro dînatoire et on a le droit de manger debout. En fait, tu vois, c'est alors moi à mon époque, c'est moins recommandé aujourd'hui, mais c'était le plateau repas du dimanche soir. C'est vraiment ce truc de faire un repas plaisir dans la semaine, quoi. Ça peut être aussi manger avec les pairs, manger avec des copains en fait du même âge, puisqu'ils se stimulent entre eux. J'ai aussi envie de vous dire, innover pendant les repas. Innover, ça veut dire que si j'ai l'habitude de toujours présenter les carottes râpées, par exemple, est-ce que je peux pas les proposer en rondelles? Changer la forme de l'aliment, déjà, ça peut relancer un enfant. Ça peut être aussi changer d'ustensile. Donc là, je suis pas en train de te dire achète 1 milliard de couverts, mais simplement, voilà, j'attrape 2 cure-dents, je mets un morceau de pomme de terre au bout, hop, ça fait une fourchette. Et du coup, je relance un truc en fait dans le temps du repas. Ce que je veux aussi dire, c'est continuer à proposer. C'est-à-dire qu'on a tendance à se dire, et je le comprends très bien, il y a un moment où ton enfant il mange plus de verre. Tu vois, toi en tant que parent, tu vas pas passer une demi-heure à lui faire des haricots verts s'il en mange jamais en fait. Et en même temps, un enfant il peut juste pas manger ce qu'on ne lui propose pas. Donc vraiment essayer de se dire, ok, c'est frustrant, il en mangera pas, etc. Mais je vais quand même en proposer qu'il l'ait visuellement dans son assiette. Et si c'est trop difficile, qu'il l'ait dans un petit bol à côté. Et si c'est trop difficile, on décale un peu le bol, mais c'est là, c'est pas loin et il est en train d'appréhender l'aliment. Puis après, on fera le chemin inverse, on rapprochera le bol et puis on mettra l'aliment dans l'assiette. Mais bref, continuer à proposer pour qu'il ait accès à l'aliment. En même temps, on part aussi de son enfant et donc si il mange par exemple que des pâtes, on va quand même proposer des pâtes à table. L'idée c'est de se dire je propose l'aliment qu'il veut pas, mais je vais aussi lui proposer un aliment copain, toujours dans cet esprit de garder du plaisir à table. Le plus important c'est vraiment ça, garder du plaisir à table. Et pour garder du plaisir à table, on peut inclure son bébé dans la préparation du repas. Donc, c'est par exemple, je cuisine avec mon bébé ou j'en sais rien, je vais au marché avec lui. Enfin, toute la narration autour du repas, on peut y inclure nos enfants. On peut, j'en sais rien, acheter des emporte-pièces, pas de patrouille si c'est pas de patrouille, la Reine des Neiges, j'en sais rien, mais faire en sorte que ce soit chouette pour lui, toujours pareil. Donc finalement, mon idée, c'est de dire, non, déplaise toujours à belle-maman, hein, je tape toujours sur les belles-mères, on joue à table. On joue à table, même si on fait fi des règles de bienséance. Et donc, on dessine un petit visage dans l'assiette, on utilise le poupon pour donner à manger au poupon et donc être dans de l'imitation. L'idée, c'est de vous dire, lâchez prise, et consulter, hein, si vous êtes inquiet, consultez, mais lâchez prise et vraiment n'allez pas dans des comportements de forçage alimentaire parce que de toute façon, les études, et ça c'est notamment l'étude Opaline, on s'en fiche, mais l'idée c'est que dans certaines études, on a étudié des comportements familiaux de type plutôt permissif, style t'en veux pas, c'est pas grave, de type coercitif, donc plutôt t'en veux pas, tu restes à table tant que t'as pas fini ton assiette, et d'autres plutôt en mode récompense, donc si tu manges ça, t'as le droit à ça, un truc qui va le renforcer l'enfant. Et en fait, on se rend compte qu'il y a que dans ce dernier schéma qu'il y a une acceptation des légumes qui serait meilleure. Bon, on ne sait pas si c'est le comportement des parents qui a entraîné les difficultés au niveau des légumes ou les difficultés des légumes qui de l'œuf ou la poule, tu vois. Mais se dire quand même que forçage alimentaire, ça apporte rien d'intéressant. Donc, des repas cool. Voilà, c'est mon message. Viens, on fait un truc. On arrête de taper sur la belle-mère parce qu'en fait, c'est sexiste.
Parce que c'est toujours pointer du doigt la femme, tu vois. Viens, on C'est tape sur clair, tu as les beaux-parents. raison. Ok. Ok, je vais enchaîner sur les beaux-parents. Je te dis ça parce que ça me choque maintenant. Je me dis, mince, les pauvres belles-mères, ça se trouve, j'ai une belle-mère super sympa, mais ça se trouve, il y a des beaux-pères, ils sont aussi pas cool, mais eux, on s'en Ouais, fout. surtout que. Ouais, non, mais t'as Oui. raison, t'as raison. On vient, on dit les beaux-parents. Parce que ça, tout le monde comprend Ça les marche. beaux-parents. Alors, merci pour ce hors-série. J'ai 2 questions. On avait dit qu'une, Ludivine. Alors, d'abord, pour bébé qui va commencer la diversification. Peut-on mélanger la diversification classique, disons menée par le parent, et la DME, diversification menée par l'enfant? Et deuxième question, pour ma grande de bientôt 5 ans, les repas sont interminables depuis quelques mois car elle mâche chaque bouchée pendant 5 minutes et refuse de plus en plus d'aliments alors qu'elle mangeait de tout sans aucun souci avant. Les repas durent plus d'1 heure et on a vraiment du mal à rester bienveillant car cela met notre patience à rude épreuve. Que pouvons-nous faire? Alors, du coup, je vais aller rapidement sur la question de la 5 ans parce que je pense que à partir du moment où ça nous fatigue en tant que parents, c'est difficile, ça met à l'épreuve notre bienveillance. Je pense bah, ça vaut le coup de se faire accompagner en fait et simplement d'aller chercher des tuyaux chez un pro formé, une ortho, un ergo, enfin qui vous voulez, mais voilà, consulter, ça peut aider et puis utiliser toutes les astuces que je viens de donner. Euh, pour le bébé, j'avais très très envie de le dire pendant ce podcast. Il n'y a aucun problème à faire purée et DME en même temps. C'est tout à fait OK. Maintenant, on dira plus vraiment DME puisque la diversification menée par l'enfant, elle entend que c'est tout le temps l'enfant qui se nourrit lui-même. Donc, on pourra plus rentrer dans le sacro-saint cadre de la DME. Mais on s'en fout un peu en fait des étiquettes. L'idée, c'est vraiment de suivre son enfant. Et donc, bah, s'il y a des moments où c'est purée, c'est purée. S'il y a des moments où c'est morceau et c'est très cool. Et ne pensez pas, parce que je sais que ça circule beaucoup sur Internet, cet argument selon lequel le gag réflexe, le réflexe nauséeux dont on parlait tout à l'heure, disparaîtrait si j'ai fait de la purée et qu'ensuite je passe au morceau et du coup je mets en danger mon enfant. Tout ça, c'est pas vrai. Vraiment, il faut se dire que le réflexe nauséeux, c'est un mécanisme de protection qui va rester là toute la vie. Et donc, nous aussi, on l'a en tant qu'adulte. Hein, c'est ce qu'on ressent quand le médecin il nous dit ouvre la bouche, hop, abaisse langue, réflexe nauséeux. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire, ben, au contraire, en fait, c'est très bien s'il recule et si les purées ont fait reculer le réflexe nauséeux, ben, c'est cool. Et je peux passer au morceau puisque mon enfant, c'est un expert au niveau sensoriel. Donc, il saura tout à fait faire la différence entre est-ce qu'il a une purée en bouche, est-ce qu'il a un morceau en bouche et adapter son geste moteur, en fait. Donc, purée et DME, c'est OK, pas de souci. J'aime bien ce que tu dis, c'est un expert sensoriel, le bébé. En fait, il faut Ouais, juste qu'on leur fasse confiance aussi. C'est dur, mais ils peuvent. On peut leur faire confiance, quoi. complètement. Alors, question très courte, mais très intéressante. Le lien entre le reflux sévère et les troubles de l'oralité est-il avéré? Ouais, je l'ai gardé parce que en fait, ça concerne vraiment beaucoup d'enfants. Donc déjà, se dire que en effet, il y a 2 types de reflux. Il y a un reflux qui est physiologique parce que l'enfant, il y a une immaturité, une immaturité qui fait que oui, il peut y avoir des reflux. Mais dans certains cas, ce reflux il devient pathologique et notamment lorsque ça vient irriter, voire brûler l'œsophage. C'est-à-dire que l'acide remonte dans l'œsophage, qui est le tuyau qui mène à l'estomac. Ça remonte, ça vient brûler et du coup, on parle d'œsophagite. Et du coup, bah forcément, c'est du déplaisir pour l'enfant, c'est douloureux. Donc, ce qui peut se passer, c'est que l'enfant mange ou tète. En général, ça arrive d'autant plus avec les liquides qui remontent plus facilement. Il tète, ça le brûle, et du coup, il se dit, bah, manger égale douleur. Donc, bah, progressivement, il arrête simplement de le faire. Ou alors, c'est des enfants qui ne mangent que des Kinder, par exemple, parce qu'en fait, ils choisissent des aliments qui valent le coup. Et c'est sûr que bah, moi, si je suis brûlée à chaque fois, je préfère, OK, un Kinder Bueno, ça vaut le coup, tu vois. Par contre, des carottes vapeur, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Non. Donc, on se retrouve avec des enfants qui sont, pour le coup, hyper sélectifs. Donc, dans ces cas-là, si vous suspectez un RGO, vraiment, allez au bout des démarches pour essayer de le faire diagnostiquer avec votre pédiatre. Et une fois que c'est le cas, si, enfin là, j'avais la sensation dans cette question que le reflux, il est diagnostiqué,
chercher la cause du reflux. C'est trop important de savoir. Alors, ce sera pas toujours possible de l'objectiver, cette cause, mais c'est vraiment important de savoir d'où vient ce reflux. Est-ce que c'est juste une immaturité ou alors est-ce que, par exemple, c'est une allergie alimentaire et auquel cas, il va peut-être falloir faire une éviction, de certains aliments et c'est hyper important parce que en fait, sinon, on s'en sort jamais puisqu'on continue à consommer l'aliment, de nouveau reflux, traitement mais aliment donc reflux, enfin ça va pas fonctionner. Donc vraiment, si vous voyez que votre enfant est avec un reflux, il commence à être sélectif, ça commence à être difficile, et cetera, on cherche la cause du reflux pour éventuellement enlever cette cause de l'alimentation de l'enfant et puis, on traite, hein. Je sais que les médicaments, anti-reflux, ils peuvent être controversés, mais souvent, ils vont être donnés sur un temps court, le temps d'assainir la sphère ORL et qu'on puisse ensuite, du coup, retrouver le plaisir alimentaire qui est en fait, le plus dur, en fait. J'ai vraiment envie de donner un message d'espoir aux parents qui vivent ça parce que je sais que c'est extrêmement difficile. Une fois le reflux, débarrassé grâce à un traitement médicamenteux, notamment, hein, ça peut être d'autres choses, on a assaini la sphère ORL et vraiment les difficultés alimentaires, elles peuvent disparaître toutes seules en fait, sans même le besoin d'une rééducation. Donc souvent ça aide, mais vous dire vraiment, ne restez pas seul avec un reflux et dans le même genre, si vous êtes déjà en éviction, ne restez pas seul avec une éviction. Il faut se faire accompagner d'un allergo parce qu'il y a des protocoles de réintroduction et que c'est important pour l'acceptation de l'aliment en question plus tard. Donc vraiment, dans ces cas-là, ne restez pas seul. Question numéro 7. Question contenant. Pour donner mon lait à ma fille de 3 mois, les essais biberons, tétine 0 mois et 2 mois des bilans, sont des gros fails. Cela lui lève le cœur, elle ne sait pas quoi faire de cette drôle de chose qu'on lui propose. Au mieux, elle mâchouille, sinon cela l'écœure. Quel contenant pouvons-nous lui proposer à la place à cet âge ? Merci. Ouais, alors pareil, j'ai pris cette question parce que je pense qu'il y a beaucoup de parents qui se retrouvent parfois en difficulté au moment d'un éventuel passage au biberon. Et pareil, ne restez pas seul. On le dit pas assez, mais vous pouvez vous faire accompagner là-dedans. Donc, il y a des conseillères IBCLC qui sont formées et puis sinon, orthophonistes, ergothérapeutes. L'avantage d'aller dans ces cabinets, c'est que vous allez vous éviter d'acheter tout le magasin de puériculture pour tester tous les biberons, tous les contenants, etc. Et que nous, en cabinet, on va pouvoir trouver le bon contenant avec vous, puis après, vous repartez avec un, quoi. Donc, c'est économique en plus. L'idée, c'est de se dire que si le biberon, il n'est pas accepté, c'est pas du tout un passage obligatoire. Donc, on va pouvoir passer. Alors, à 3 mois, je pense que le plus simple, c'est d'essayer le verre. Donc, il existe des tout petits verres en plastique très léger adaptés aux mains des bébés. Donc, au démarrage, le bébé, il va laper dans le verre et c'est très bien, c'est ce qu'on attend de lui. Sinon, on peut aussi penser aux petites cuillères. Alors, par contre, c'est hyper chronophage, mais il existe des biberons avec un embout petite cuillère qui s'appellent des soft cups. Et ça, c'est assez chouette parce que ça garde le côté pratique, entre guillemets, du biberon et en même temps, ça permet à l'enfant de se nourrir tranquillement, quoi. Et après, alors c'est pas pour les 3 mois, mais je dirais à partir de 5-6 mois, on peut commencer à introduire la paille. La paille, c'est hyper intéressant au niveau oromoteur parce que je vais avoir une bonne préhension des lèvres autour de la paille. Je suis en train de mimer, on ne me voit pas, mais les lèvres vont venir vraiment encercler la paille. Donc au niveau oromoteur, ça reste un geste intéressant. Et dans toutes les questions qu'il y avait sous le post, là, qu'est-ce qu'il y avait beaucoup de questions d'ailleurs il y avait une question sur les fausses routes au liquide et je veux juste vous dire que la paille, pour le coup, elle aide vachement à ça parce que les fausses routes au liquide, elles sont favorisées par une position de tête en hyperextension, si vous regardez au plafond. Et du coup, la paille, ou alors si je remplis si je remplis bien le verre, ça va me permettre d'avoir le menton collé à ma poitrine et donc de minimiser les fausses routes. Donc la paille, hyper intéressant. Ensuite, question 8. Bonjour, ma fille a 2 ans et elle ne mange qu'avec les doigts. On ne met pas la pression pour les couverts, mais j'avoue, commencer à m'interroger un peu. On a proposé des petits pics pour manger, mais ça lui est vite passé. Merci pour votre travail.
Alors j'ai pris cette question pour, dire que c'était OK. Je décidais que j'allais dire, que tout va bien à tout le monde. Non, mais en fait, il faut vraiment se dire que c'est hyper coûteux au niveau attentionnel d'utiliser des couverts et du coup, vers 24 mois, on peut espérer d'un enfant qu'il commence tranquillement à être autonome avec des couverts. Donc et encore, ça reste coûteux. Donc vraiment se dire: «Si à 24 mois, il mange pas seul, tout va bien, c'est OK», en fait. Si je peux vous donner un conseil sur les couverts, essayez de partir de ce que savent faire vos enfants et donc de choisir des manches les plus ergonomiques, donc les plus gros possibles pour que la préhension soit facilitée et des embouts les plus fins possibles pour ne pas avoir à ouvrir très grand la bouche, pour manger. Mais 24 mois, qui boudent les couverts, c'est pas grave du tout, quoi. Question 9. Mon fils de 17 mois mange des morceaux depuis 1 mois maintenant, mais il ne mâche pas. Je vois bien qu'il avale ou fait fondre en tétant quand il s'agit d'aliments solubles comme du pain ou de la brioche. Est-ce normal? Merci. Alors là, pareil, je vais pas pouvoir dire est-ce normal ou pas, il faudrait que j'ai l'enfant devant moi, mais ce que je peux vous dire par rapport au fait de ne pas mâcher des aliments, c'est vraiment de se dire, plus un enfant ne mâche pas et plus on a tendance, nous parents, à proposer des aliments, qui sont mous justement pour pas que, on se dit: «Oh là là, il va s'étouffer si je lui donne un truc dur, vu qu'il mâche pas, il va avaler tout rond». Donc on donne du mou. Sauf que le mou, en fait, ça stimule pas du tout à mastiquer. Donc l'idée, ce serait plutôt d'aller vers des textures qui sont croustillantes à l'extérieur, mais qui fondent rapidement en bouche, type, le classique, c'est le boudoir, en fait. Le boudoir, c'est chouette parce que, le côté croustillant à l'extérieur, ça va envoyer une information sensorielle à mon cerveau qui dit: «Tiens, ça croustille, c'est différent, machin, donc je vais recommencer» et donc en fait, j'entraîne la mastication de l'enfant et en même temps, ça fond en bouche, donc c'est, hyper sécuritaire et puis après, n'hésitez pas à manger en même temps que l'enfant et à surmimer le mouvement, vous mâchez comme une vache en face de lui, histoire qu'il se rende bien compte, de ce qu'il faut faire en fait pour mastiquer. Et dernière question. Un trouble de l'oralité non traité chez un enfant peut-il être pris en charge à l'âge adulte? Oui, complètement. Du coup, le trouble de l'oralité, faut vraiment se dire qu'on peut consulter, dès la naissance et jusqu'à hyper tard, même adulte. Par contre, ce qui est certain, c'est que plus on intervient tôt et plus ce sera rapide, notamment eu égard à la plasticité cérébrale et le fait qu'on puisse intervenir sur des mécanismes, notamment moteurs, beaucoup plus facilement lorsque les enfants sont tout petits. Donc mon idée, c'est vraiment de dire, consultez, écoutez-vous. À partir du moment où, il y a quelque chose qui va pas au niveau, du repas, où c'est anxiogène, où ça se passe mal en fait, ça fait partie du trouble psychocomportemental dont je parlais, qui n'est que l'iceberg d'un potentiel trouble au niveau, oro-myofonctionnel ou alors au niveau, sensoriel. Juste pour terminer cette question, j'avais envie de dire, de vous donner quelques références si jamais vous avez envie de vous renseigner parce que vous-même vous vous sentez en difficulté ou pour votre enfant. N'hésitez pas, sur internet, il y a l'association Miam Miam qui fait un gros travail de vulgarisation sur les troubles de l'oralité. Il y a aussi la Fédération nationale des orthophonistes qui font des plaquettes de sensibilisation, notamment faites par Audrey Lecoufle et Emeline Lesec qui sont, hyper bien. Le site Allo Ortho, notamment pour la, néophobie alimentaire et pour les pros qui seraient intéressés, il y a le réseau Manger, parler, grandir. Donc voilà, n'hésitez pas à aller farfouiller parce qu'il y a plein de choses hyper bien, sur internet. Alors moi j'ai une dernière question, si tu me permets, parce que ça me concerne et on en a déjà parlé dans des hors-séries d'ailleurs. Ma fille, ma plus petite, a un frein de langue. Est-ce que ça peut avoir un impact ou des conséquences sur le développement de l'oralité et peut-être avoir des troubles pour le plus tard? Oui, bien sûr. Alors, en fait, ça dépend soit, le frein restrictif s'il est là, le frein restrictif, ça peut, éventuellement gêner, l'alimentation puisque surtout le frein de langue, hein, soyons précis, parce que du coup, la langue ne pouvant pas s'élever au palais et ben, ça va peut-être gêner au niveau du développement du mouvement masticatoire. Et il faut aussi savoir que la frénotomie, en fonction de comment elle est faite et notamment si elle est faite sans anesthésie, ça peut créer un genre de petit trauma, et du coup voilà, toujours d'associer déplaisir et alimentation. Donc oui, carrément, ça peut être lié.
Merci beaucoup Manon, je pense qu'on a fait le tour. Merci à J'espère toi. surtout que ça va donner des petites astuces, des orientations en tout cas aux parents, aux futurs parents, à ceux qui se posent des questions Ouais, sur clairement. l'alimentation, sur la façon de faire et sur évidemment les troubles de l'oralité. Mais on retiendra une chose, n'hésitez pas à aller consulter si vous avez le moindre doute. C'était le hors-série numéro 11 de la matrescence. N'hésitez pas à le partager autour de vous si vous avez aimé. On se retrouve le mois prochain.